Je tiens à m'excuser, cela fait quelques semaines que je n'ai pas sorti de vidéo actualité. J'étais en vacances, c'était mes grosses vacances de l'année. À partir de là, normalement, il y aura une vidéo actualité toutes les semaines ou tous les 10 jours. Ça dépend en fonction de Cannes ou si je reprends 4-5 jours de vacances par-ci par-là. Donc désolé, j'ai tout de même compilé toutes les actualités depuis le 16 littéralement en mars, donc il y a 2-3 semaines d'actualité dans cette vidéo. Je vais quand même aller plus ou moins vite en fonction des actus, et j'ai skip les actus jeux vidéo pour cette fois, parce qu'il y en avait quand même beaucoup, et je me suis dit, vu la quantité d'actualités, je vais me concentrer uniquement sur le cinéma et les séries. Donc encore une fois, désolé, j'étais un petit peu en vacances, mais là on repart avec un rythme tout à fait normal. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description le code épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VE-STFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard, Le Temple des Morts ou même Anaconda. Sur Disney+, vous avez Predator, Badlands ou Zootopie 2. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Et oui, ça marche si vous avez l'abonnement via Canal. Connectez-vous à Max avec ce compte. Vous allez avoir accès à tout le catalogue de films et séries Warner et HBO et des films comme Smashing Machine. Et CyberGhost propose des serveurs dédiés par plateforme de streaming pour optimiser le fonctionnement et vous faciliter la vie. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie, et oui, ça fonctionne encore aujourd'hui. C'est très simple, il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire, et ça marche sur plein d'autres abonnements, comme Letterboxd Patron par exemple. Et vous le savez en ce moment, mais certains sites internet vous demandent une pièce d'identité afin d'y accéder, et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez vous Mario le Luigi en paix, utilisez un VPN. De même quand vous regardez des films de manière spécifique, clin d'œil, utiliser un VPN peut vraiment être utile. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut y accéder. En quelques clics c'est fait, c'est super simple, sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, code épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 4,33% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La bande-annonce de Resident Evil ne devrait pas tarder car on a de plus en plus d'informations concernant le film de Zach Cregger, le réalisateur de Weapons, de Barbare, et beaucoup de gens sont un peu insatisfaits car apparemment c'est 90 minutes de film et ça serait une sorte de film d'horreur d'action non-stop. Certains disent que c'est un Fury Road d'horreur, Mad Max, et incroyable, enfin le concept, moi tu me vends Fury Road d'horreur, j'achète, je signe. Surtout que moi j'aime beaucoup Zach Cregger en tant que réalisateur. Je suis moins fan de lui avec Weapons et tout en tant que scénariste, mais j'aime beaucoup son travail. Et il a dit qu'il n'y aura rien, enfin lui, c'est pas lui, c'est les gens ont dit qu'il n'y aura rien de Resident Evil dans le film entre guillemets. Il n'y aura pas de personnage, il y aura peut-être Raccoon City et des gens d'Umbrella, mais grosso modo, il n'y aura rien d'adapté. Il y aura juste lui qui prend l'univers, qui fait son film. Et c'est la meilleure chose possible. C'est vraiment ça qui est important, c'est vraiment ça qui est bien, c'est de donner la liberté à des auteurs, leur donner un budget de fou. Je crois que c'est un énorme projet pour le coup, même si c'est 90 minutes, ça peut être hyper intense et cher. Donc moi je suis hyper content de voir ça. J'ai hâte de voir la bande-annonce, j'ai hâte de voir le film qui devrait sortir en septembre, octobre. Et là je vais commencer les Resident Evil Remake, je vais tous me les faire sur Twitch pour ceux qui veulent suivre ça. De toute façon il y aura les rediffs sur la chaîne secondaire. Mais voilà, je vais me faire tout ça et j'ai hâte de découvrir ce film aussi qui a l'air trop bien. C'est Project Hail Mary ou Projet Dernière Chance en France qui cartonne 420 millions au box-office international. C'est le film le plus cher de l'histoire d'Amazon avant James Bond, on imagine, et je suis hyper content. Je suis hyper content qu'un film comme ça cartonne parce que j'avais peur, je pensais qu'il allait flopper, mais non, Andy Weir, l'auteur de Seul sur Mars, de Project Hail Mary, c'est un mec qui ramène du monde en salle aussi. Gosling, il ramène du monde en salle, ça sera sûrement le plus gros succès de Gosling en tant qu'acteur principal pour le coup, parce que j'exclus Barbie, j'exclus aussi un petit peu La La Land, mine de rien, sûrement avant Star Wars Starfighter l'année prochaine, mais même Star Wars Starfighter, je pense que ça risque de moins bien marcher que Project Hail Mary qui cartonne, le bouche à oreille est excellent, il y a très peu de chutes d'audience d'une semaine à l'autre. C'est un énorme succès, il risque d'aller chercher les 600-700 millions comme Seul sur Mars à l'époque. Mais rappelez-vous, Seul sur Mars, c'est quand même un contexte de box-office hyper avantageux. Là, on est dans une ère du box-office compliquée, qui a évolué, qui a changé. Donc faire 600-700 millions aujourd'hui, c'est un truc de fou. Donc je suis hyper content parce que le film le mérite. Je trouve que c'est un super film. Je trouve que c'est un film qui mérite d'être vu en salle. Je l'ai vu 2 fois. Une fois là, littéralement en France, quand j'ai fait ma critique. Et je suis allé en Chine pour mes vacances. Et à Pékin, je l'ai revu en IMAX. Alors c'est pas du 70 mm, mais c'est au format 1,43.
Et putain, c'était un écran de 600 mètres carrés, j'ai pris une claque à revoir le film, c'était un plaisir. Donc franchement, je suis très content du succès de ce film, il le mérite et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite avec justement ces licences-là qui sortent un peu de nulle part. Alors certes, c'est une adaptation de livres assez connus, mais qui cartonnent comme ça, c'est rare. Donc j'espère que le cinéma va se relancer et que les gens vont aller en salle. Ce début d'année, que ce soit en France ou aux États-Unis, ou dans le monde d'ailleurs, hein, commence très très bien en termes de box-office. Les gens retournent beaucoup en salle. L'année dernière était un peu timide, mais là, cette année, ça sera une énorme année pour le box-office, avec les Dune, Avengers, Moana, tout ça, Toy Story qui vont sortir cette année. Ça sera une année gigantesque, peut-être la plus grosse année au box-office depuis 2019. Donc avant le Covid, et ça peut être un truc de fou. Alors en 2019, il y avait Avengers, tout ça, mais cette année aussi, il y a un Avengers, donc on verra bien. Mais je trouve que c'est une très belle chose, et j'ai hâte de voir ce que va donner cette année pour le cinéma. Il faut se réjouir, connaissez-vous pas les films, je pense que c'est important de se réjouir du succès des films de manière générale et de la salle de cinéma. Et d'ailleurs, si on parle de Gosling, il devait jouer dans le film des Daniels. Les Daniels, c'est ceux qui ont fait Swiss Army Man, Everything Everywhere All at Once. Il devait jouer dedans, c'est un film comédie SF à 150 millions apparemment, mais il s'est retiré du projet, on sait pas pourquoi, il est resté genre une semaine dans le projet, mais en tout cas les Daniels vont commencer le tournage de leur prochain film qui devrait sortir l'année prochaine, mais sans Ryan Gosling, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Et si on parle de box-office, bah c'est Super Mario Galaxy. Alors j'ai sorti ma critique hier, vous savez que j'aime pas du tout le film, mais encore une fois, c'est 370 millions lors de son premier week-end. C'est un peu moins que le premier, c'est 5 millions de moins que le premier, mais c'est un énorme carton, il va sûrement taper les milliards et quelques, 1,3 milliard, 1,4 milliard. C'est un énorme succès, et encore une fois, je suis content que les gens aillent en salle. Je déteste ce film, je trouve qu'il est horrible, mais je suis content que les gens aillent en salle pour voir des films de manière générale, et c'est bien que ça relance littéralement le cinéma, comme de drama. Pareil, ma critique est sortie hier. De drama, c'est le 3e plus gros démarrage de l'histoire d'A24, derrière Civil War et Marty Suprême, et c'est 28 millions pour un budget de 26 millions, donc le film sera sûrement rentable dans quelques semaines, et c'est trop cool parce que ce film est plus intéressant que Mario. Je suis pas non plus un méga fan, hein, la critique est sortie hier, mais je trouve que c'est bien que les gens aillent en salle. Et si on parle littéralement de A24, c'est Elden Ring qui a rajouté quelqu'un à son casting, c'est Nick Offerman. On ne sait pas quel rôle il va jouer, mais il va jouer dans le film. Le tournage a commencé littéralement cette semaine, ou va commencer en fin de semaine, peu importe. Il y a déjà un peu des photos qui ont été diffusées d'une statue de Marika. Bref, la pré-prod était en cours. Là, ils vont commencer le tournage. Le film doit sortir l'année prochaine, et ça risque d'être le plus gros projet de l'histoire de 24. Il y a des gens qui disent que c'est un projet à 200 millions. On verra bien. Alex Garland qui réalise. On n'a pas beaucoup de casting pour l'instant, mais ça sera révélé au fur et à mesure. Et je pense qu'il y aura aussi des images un peu promotionnelles pour créer déjà un peu de hype, parce que quand même, Elden Ring, c'est l'un des jeux les mieux vendus de ces dernières années. C'était un énorme impact culturel, disons les choses, dans le monde du jeu vidéo, mais pas que. Moi, c'est un jeu que j'adore, hein. Franchement, c'est une énorme claque, j'adore From Software, et cette année-là, il y a quand même 2 adaptations de From Software, enfin, cette année-là et l'année prochaine qui vont sortir, donc voilà, From Software va devenir méga populaire, parce qu'Elden Ring, c'est populaire, mais pour les fans de jeux vidéo, quoi, ça reste une grande niche, mais ça reste une niche. Là, Elden Ring, ça va propulser From Software, la licence, vers un truc jamais vu auparavant. J'adore ce que ça va donner, même si j'ai évidemment un petit peu peur, parce que comment t'adaptes Elden Ring, quoi? Qu'est-ce que tu vas raconter comme histoire? Tu vas avoir 2 heures et quelques de film pour raconter genre un jeu de 80 heures. Alors, ils vont pas tout raconter, ils vont choisir, j'imagine, des histoires spécifiques, mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, je suis très très curieux. La bande-annonce des Backrooms a été diffusée, et là aussi, j'étais un petit peu méfiant au début, mais ça me donne un petit peu envie aussi, là. Franchement, elle est pas mal du tout, je viens de le découvrir, j'ai pas du tout regardé la bande-annonce durant mes vacances, je vais voir ça chez moi, sur ma télé et tout. Et ouais, c'est intriguant. Ça dure qu'1h45, ce qui est une très bonne chose. Je pensais que ça allait durer bien plus longtemps, donc c'est qu'1h45. Le concept a l'air bien étudié. Alors oui, c'est Ken Parsons, hein, le créateur, entre guillemets, des Backrooms, qui s'occupe du film. Donc ça donne bien envie, un côté un peu fan footage, enquête. Il y a une phrase que j'aime beaucoup à la fin de la bande-annonce sur la beauté. Parce que oui, il y a un truc un peu beau dans les liminal spaces que je trouve vraiment intéressant. Ils en parlent aussi dans la bande-annonce, donc ça donne grave envie en réalité. J'avais un petit peu peur. J'ai aussi un petit peu peur parce que la date de sortie française, c'est des semaines après la date de sortie américaine. Et moi, je traîne sur les réseaux, donc j'ai peur de me faire aussi un peu spoiler le film, parce qu'il y aura 1 mois de décalage entre la sortie US et la sortie française. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on va se faire spoiler malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de secrets, je pense, dans ce film. Il y aura beaucoup de révélations, beaucoup de surprises. Et nous, en France, on va se faire un peu avoir par rapport à ça. À voir, peut-être j'irai en Belgique, qui sort plus tôt, j'en sais rien. Mais en France, il faudra faire attention aux spoilers, parce qu'il y aura un décalage entre les sorties. Et vu comment c'est vendu, je pense qu'il y aura des choses qu'on ne veut pas voir spoiler. Ça donne envie sur l'enquête, l'esthétique, le liminal spaces. Ça va être un énorme carton, c'est sûr. Mais en tout cas, ça a l'air bien aussi, quoi. Donc j'adore ce que ça va donner.
bah dans quelques mois quoi, même pas, dans 2 mois, ça va aller très très vite. Normalement, Dexter Résurrection devrait sortir cette année, la saison 2, et c'est Brian Cox qui sera visiblement le méchant principal de la saison 2, et trop bien. Genre franchement, c'est un serial killer à New York, et ça a l'air trop bien. Maintenant, j'espère qu'ils vont aller au-delà de New York, parce que quand même la saison 1 teasait une aventure dans le monde des États-Unis de manière générale, dans sa culture, dans ses villes. J'espère qu'ils vont pas rester à New York, le tournage va bientôt commencer, mais ce genre de série, ils vont commencer le tournage et en même temps sortir la série. Ça va, ils bossent assez vite par rapport à ça. Mais Brian Cox dans Dexter Resurrection, moi je trouve que c'est un truc de fou et je suis hyper content. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si on parle de Bong Joon-ho cette fois-ci, c'est son film d'animation qui a montré sa première image. Son film s'appelle Ali. Ça sera visiblement le film le plus cher de l'histoire de la Corée, d'animation. Encore une fois, le premier film d'animation de Bong Joon-ho. Et Ali est un calamar qui rêve d'être une star de documentaire animalier, mais sa vie va complètement changer lorsqu'un avion va se cracher dans l'océan. À voir ce que ça va donner. Bong Joon-ho, je suis méga fan. En animation, ça peut être hyper intéressant aussi. Le film devrait sortir l'année prochaine. On a aussi la bande-annonce d'un film d'animation qui s'appelle Swapped avec Michael B. Jordan, mais pas que. C'est réalisé par Nathan Greno qui a réalisé Réponse. Et ça a l'air pas mal. Ça a l'air un peu rigolo. C'est l'histoire de 2 animaux qui changent de corps. Ça reste des animaux. Ça a l'air assez joli. Ça a l'air assez fun. Je pense qu'en termes de film familial d'animation, ça peut être très mignon. On ressent vraiment l'amour pour le truc. Michael B. Jordan est bien impliqué dans le projet aussi. Il fait pas mal de promos déjà pour l'œuvre. Ça s'appelle Swapped. Et allez voir la bande-annonce, ça a l'air juste adorable et mignon. Et ça peut être bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mother Mary commence de plus en plus son marketing. Il y a pas mal de bandes-annonces, pas mal d'extraits et tout. C'est un film qui a été tourné il y a des années par David Lowery, il y a 3 ans déjà, avec Anna Hathaway. Et elle joue une sorte de pop star qui vit mal, quoi. Sans rentrer dans les détails, apparemment, ça va aller très loin. Mais oui, je suis content que le marketing commence. Le film a l'air bien. J'adore David Lowery. J'aime beaucoup Anna Hathaway. Et ce rôle a l'air vraiment parfait pour elle. À voir ce que ça va donner. Le casting de la Mommy 4 continue avec John Hannah qui sera de retour. Alors, on sait bien que Rachel Weisz, Brendan Fraser seront de retour pour la Mommy 4. Mais John Hannah aussi, ce qui est intéressant. Pourquoi pas. J'ai envie d'y croire, même si je suis pas un grand fan de la Mommy. J'aime bien le premier, mais le reste, je suis pas du tout dans ce délire-là. Alors que je devrais, un film d'aventure, Égypte et tout, mais c'est pas non plus une saga que j'affectionne énormément parce que les films sont pas très bien, je trouve. Faudrait que je me remate le 2 et 3, de toute façon, je pense qu'on en parlera avant la sortie du film en 2028, parce que oui, c'est confirmé pour mai 2028, mais John Hannah est de retour. Un jeu vidéo sera adapté au cinéma, il s'appelle Faith, The Unholy Trinity. Ça a l'air assez intéressant en termes de gameplay, je connaissais pas du tout avant cette actualité. Peut-être les gens dans les commentaires connaissent et ils sont genre trop contents, mais juste cette image m'a donné envie. Le côté un peu horreur cosmique, prêtre et tout, c'est tellement mon délire, j'ai trop hâte de voir ça. Alors c'est une sorte de coopération qui s'est faite entre plusieurs producteurs du monde du jeu vidéo. Alana Pierce, que vous connaissez comme une scénariste, journaliste de jeux vidéo, qui a décidé de créer une sorte de collectif et boîte de prod pour adapter des petits jeux indépendants au cinéma. Donc sûrement avec pas beaucoup de budget, mais ça, horreur cosmique, tu peux le faire avec pas beaucoup de budget. Donc j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner, je pense que ça peut être très cool. Le tournage du film sur Kane de John Wick, interprété par Donnie Yen, et réalisé donc par Donnie Yen aussi, va commencer le mois prochain. Donc oui, ce sera un spin-off de John Wick, j'espère qu'il va mieux marcher que Ballerina, mais bon, Donnie Yen à la réal, Donnie Yen en acteur principal, le concept de l'assassin aveugle, je pense que ça peut le faire, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oliver Stone va faire un nouveau film avec Josh Hartnett, et j'ai hâte de voir ça, ça va s'appeler White Lies. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait de film, Oliver Stone. Alors, faut savoir que Oliver Stone, il est quand même fou, c'est un conspirationniste assumé. Alors, il dit pas ça, il dit pas conspirationniste, il dit truth seeker. Mais bon, c'est un conspirationniste. Il suffit de voir des interviews de lui, il suffit de voir la série qu'il a fait sur de Vladimir Poutine et tout. Bref, c'est un mec un peu fou, JFK. JFK, voilà, c'est le film conspi par excellence. Mais moi j'aime beaucoup. Alors je sais qu'il est conspi, je sais que c'est peut-être un mec un peu fou problématique, mais moi j'aime beaucoup son cinéma. Moi il me fait un peu délirer. J'avais pas aimé son film sur Bush, je crois, qui s'appelait W ou un truc comme ça. Ça j'avais pas aimé. Mais tout son travail en général sur l'Amérique, sur comment il a toujours critiqué l'interventionnisme américain, Platoon, ce genre de choses, même Alexandre, moi j'aime beaucoup. Bref, j'aime beaucoup sa filmographie, j'aime beaucoup ce mec. Il est taré, mais Josh Hartnett, son nouveau film de fiction, j'ai envie d'y croire aussi, je pense que ça peut être très bien. Et White Lies, ça fait déjà critique des États-Unis, quoi. Je vois déjà la Maison Blanche et tout. Ça donne envie. Kristen Dunst va jouer dans The Housemaid 2. C'est quoi, la femme de ménage en français, si je dis pas de bêtises. C'est un énorme carton. Le premier, donc Kristen Dunst, elle va aller chercher ce chèque et jouer dans cette œuvre qui sera, je pense, aussi un énorme carton et devrait sortir normalement l'année prochaine. Okum a révélé sa première bande-annonce. C'est un film d'horreur en Irlande qui a l'air pas trop mal. Pour le coup, ça a l'air assez divertissant, assez bien fait. Donc j'ai envie d'y croire un petit peu. À voir encore une fois, mais voilà, les films d'horreur avec des idées un peu originales, et genre cette créature elle me fait bader juste en la regardant avec ses oreilles, sa tête et tout, on dirait vraiment un lapin.
c'est trop drôle, donc à voir ce que ça va donner aussi. Martin Scorsese a révélé la première image de son prochain film avec Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, et je pense qu'on va se taper cette image pendant genre 1 an, comme on avait fait avec Killers of the Flower Moon, c'est l'image de DiCaprio à table. Mais bon, voilà, prochain film de Scorsese qui doit sortir l'année prochaine. Il va tourner un autre film, normalement, en fin d'année. C'est un film qui a jamais été annoncé, apparemment c'est la Nouvelle-Orléans. On va voir s'il arrive à tourner tout ça. Mais là, c'est en plein tournage en République tchèque. Donc ça peut être bien aussi. C'est l'histoire d'un couple qui va habiter dans une sorte de village en Europe centrale. Il va se passer des choses bizarres en attendant leur enfant. Bref, à voir ce que ça va donner. Mais bon, Scorsese, il est sur un run. Scorsese magistral dans tous les cas. Là, entre Loup de Wall Street, Silence, Killers of the Flower Moon, je sais plus ce qui a sorti entre temps, mais il est sur un run de fou furieux, quoi. Le mec, il gère de fou, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner ce film aussi. C'est peut-être le meilleur run pour l'instant de la carrière de Scorsese, tellement le mec est trop fort, quoi. Jim Carrey sera de retour dans Sonic 4. Voilà, c'est les seuls films qu'il fait, et pourquoi pas, hein. Il se fait kiffer. Shadow sera de retour aussi, donc Keanu Reeves. Bon, moi j'aime bien Sonic, c'est sympathique sans plus. Sonic 4, pourquoi pas, avant leur projet Sonic Verse un peu bizarre qu'ils essaient de faire. Il y aura aussi un spin-off sur Shadow pour ceux qui se rappellent. Bref, on va voir ce que ça va donner. On parlait de From Software, mais c'est donc Sekiro qui a le droit à son adaptation en animé sur Crunchyroll. Ça devrait sortir cette année. Une nouvelle bande-annonce a été diffusée. Moi j'adore Sekiro, je trouve que c'est un excellent jeu. Et ouais, bah ça a l'air d'être l'histoire du jeu, quoi. Pour le coup, ça a l'air vraiment bien. L'animation a l'air plutôt cool. Bon, alors vous savez que je suis pas un grand fan d'animé, je m'y connais pas assez bien. Mais Sekiro, ça me donne envie, je sais pas si tu regarderais. Mais voilà, encore une fois, adaptation de From Software cette année avec Sekiro en animation. Et l'année prochaine en live action avec Elden Ring. Pourquoi pas. Sans un bruit 3, on a de nouvelles personnes qui ont rejoint le casting du film, qui devrait sortir l'année prochaine. On a Jack O'Connell, que vous avez vu dans Sinners récemment, évidemment. Vous avez Jason Clarke, Katie O'Brien, et ils vont rejoindre donc Emily Blunt et Cillian Murphy. Moi, j'aime beaucoup le premier et le deuxième, Sans un bruit. Donc le troisième, toujours réalisé par John Krasinski. Moi, je suis grave chaud à voir ce que ça va donner. Nous avons aussi le tournage du film de Damien Chazelle qui est en cours avec Cillian Murphy, Daniel Craig et Michelle Williams. C'est en train de tourner en Grèce. C'est le film sur la prison, apparemment, des années 40. À voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est musical ou pas du tout? Je n'en sais rien. Mais Damien Chazelle, moi, je suis un énorme fan. J'aime beaucoup ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait. Donc j'ai hâte de voir son prochain film qui devrait sortir aussi. Donc l'année prochaine, vu que le tournage est en cours, il faut toujours en moyenne rajouter 1 an pour la sortie. Nous avons aussi donc Glenn Powell qui va jouer pour Judd Apatow. Alors c'est des gens qui se connaissent depuis un moment, hein, mais Judd Apatow il revient avec The Comeback King, qui est assez rigolo, mais ça va raconter l'histoire d'un ancien chanteur de country qui a envie de revenir. Le tournage vient de commencer, ça devrait sortir l'année prochaine. Et moi j'aime beaucoup Glenn Powell. Bon, sa carrière elle est un peu bizarre en ce moment, mais moi je l'aime beaucoup. Il mérite d'avoir plus de succès et je pense que c'est un mec qui est très drôle. Et avec Judd Apatow, je pense qu'il va se régaler. Et je pense que le film peut être très fun. Même si je suis pas le plus grand fan de Judd Apatow, je pense que le combo Glenn Powell-Judd Apatow peut être vraiment très bien. Bad Robot de J.J. Abrams a beaucoup de problèmes. C'est une boîte qui souffre. C'est la boîte de production de J.J. Abrams. Alors c'est un mec qui a voulu déménager de LA à New York. Il a fait et il a emmené sa boîte. Le souci, c'est que normalement, Bad Robot devait s'étendre. Il y avait un deal avec la Warner de 250 millions pour la boîte, mais ça s'est jamais fait au final. Du coup, J.J. Abrams a décidé de downscale un peu la boîte, de la faire bouger de LA à New York aussi avec lui. Bon, c'est un peu dommage parce que J.J. Abrams, il avait vraiment le vent en poupe à un moment, et puis il y a eu Star Wars dans sa vie et c'est un peu parti en couille. Mais en tout cas, voilà, c'est une boîte qui va diminuer son impact et sa présence dans le monde d'Hollywood. Ça veut pas dire qu'ils vont plus rien faire, hein, mais voilà, c'est plus la grosse boîte que c'était avant. Ça a vraiment downscale, c'est comme ça. Concernant Cannes 2026, la liste des films sera donc partagée ce jeudi matin. On en parlera dans la vidéo actualité de la semaine prochaine. Mais c'est la Vénus électrique qui sera le film d'ouverture. Donc voilà, on aura plus d'infos sur Cannes dans les semaines qui viennent. Moi, j'irai cette année. C'est la première fois que j'irai à Cannes. J'irai, je pense que ça peut être rigolo. À voir ce que ça va donner. Peut-être je vous ferai un vlog ou un truc comme ça. Je n'en sais rien. Mais les films seront annoncés bientôt, dont la Vénus électrique qui va donc ouvrir le festival. Jennifer Kent va faire son prochain film. Ça sera un film de science-fiction. Et moi, j'aime beaucoup Jennifer Kent. Elle a fait de Babadook, que je trouve génial. Elle a fait de Nightingale, que je trouve génial aussi. Donc, elle qui fait un film de SF. J'achète tout de suite, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Social Reckoning, c'est la suite, vous savez, de Social Network, écrit et réalisé par Aaron Sorkin, qui a déjà écrit le premier film. Là, c'est sans Fincher, mais c'est lui qui va réaliser. C'est pas donc Trent Reznor et Atticus Ross qui seront à la musique, mais Alexandre Desplat. Bon, pourquoi pas, je pense que l'ambiance sera complètement différente, mais en théorie, ça peut être aussi intéressant. Le prochain film de Ang Lee se confirme, ça va s'appeler Gold Mountain. Alors, il avait un film qui était prévu sur donc Bruce Lee, qui est en pause, c'est son fils qui devait jouer Bruce Lee et tout, mais ça, il y a des problèmes apparemment, ils sont pas d'accord sur le scénario et tout. Mais Gold Mountain avance avec Fala Chen et Zhang Ziyi, et c'est le chef-op Emmanuel Lubezki qui va s'en occuper, le chef-op de plein de gens, comme évidemment Inarritu, Alfonso Cuarón, il a genre plusieurs Oscars, Lubezki, donc lui qui bosse pour Ang Lee, c'est un truc de fou et il croit vraiment au projet. Val Kilmer sera de retour, malheureusement ressuscité par de l'IA, c'est la famille qui a accepté ça.
Je sais pas si on devrait autoriser. Non mais sans déconner, je pense que c'est l'acteur qui devrait dire je veux ou pas l'IA et puis basta. La famille qui accepte pour faire une image comme ça, c'est vraiment Val Kilmer en IA. Bon, je trouve ça un petit peu malsain, je trouve ça un petit peu bizarre. Peut-être qu'il a accepté lui aussi d'être utilisé en IA pour toujours. Mais oui, Val Kilmer sera de retour au cinéma. Certes, il est décédé, mais il sera de retour en IA et je trouve ça très très bizarre. Maximum Pleasure Guaranteed, c'est la nouvelle série Apple TV+ qui va sortir le 20 mai avec Tatiana Maslany et ça a l'air assez fou. C'est une meuf qui se recherche, qu'elle a un peu barré et sait pas quoi faire de sa vie. C'est un peu la crise de la quarantaine, j'ai l'impression. Ça a l'air trop bien. Franchement, ça a l'air divertissant, ça a l'air bien. Je testerai, je trouve que c'est une excellente actrice, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire chez Apple. Cape Fear aussi a montré sa première bande-annonce avec évidemment Javier Bardem, Patrick Wilson, Amy Adams. Ça sort le 5 juin. Et honnêtement, je me suis dit Cape Fear, bon, le film de Scorsese, moi j'aime bien sans plus. Là, en termes de producteurs exécutifs, Scorsese et Spielberg sont présents. Mais la bande-annonce m'a grave donné envie. Ça a l'air pour le coup trop bien. La bande-annonce m'a carrément convaincu, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et Javier Bardem a l'air excellent dedans, quoi. For All Mankind, saison 6, sera la dernière saison de la série. Et moi, j'ai repris. Franchement, j'ai vu l'actualité, je me suis dit, écoutez, For All Mankind, j'avais essayé à l'époque quand la saison 1 était sortie, c'était pas trop mon truc. Je vais réessayer. Et là, je suis à la moitié de la saison 1, à peu près au moment où je me suis arrêté. J'ai tout repris, j'ai tout recommencé. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais essayer de tout regarder. La saison 6 devrait sortir l'année prochaine, ce sera la dernière. Je sais que c'est une série que les gens adorent parce que c'est une uchronie. Les gens, ils aiment bien ce genre de concept. Mais moi, c'est surtout la bande-annonce de Star City qui m'a donné envie. Star City, c'est la même histoire que For All Mankind du point de vue des Russes. Génial. Franchement, j'ai vu l'esthétique de la série, j'ai vu un peu la différence visuelle et tout. Je me dis, putain, ça a l'air trop bien Star City. Il faut que je regarde For All Mankind pour être à jour et en même temps, donc vivre cette nouvelle série spin-off de For All Mankind. Ça m'a grave donné envie. Mass Effect, côté Amazon, est bel et bien annoncé, c'est toujours prévu. Ils vont faire la série, mais la série sera faite pour les non-gamers. Bah ouais, bah je trouve ça normal. Désolé de vous le dire, moi je sais qu'il y a des gens qui vont détester et tout, mais pour moi, une série comme Fallout, elle est faite pour les non-gamers aussi. C'est ça qui est bien. Après, à voir avec Amazon et Mass Effect et tout, moi j'adore Mass Effect, c'est peut-être ma trilogie de jeux vidéo préférée all time. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Tu fais une série qui doit respecter le jeu vidéo, d'accord, ce sera une histoire originale, de toute façon. Ce sera pas une adaptation de Shepard et tout, ça sera une histoire originale, ça sera pas Andromeda non plus. Donc en vrai, du moment que tu respectes un peu le lore et que tu fais une bonne série avant tout, on s'en fout quoi. Moi, je suis prêt à accepter une série qui ne respecte pas du tout le lore ou l'univers ou quoi, si elle est bien. Si elle est bien, je m'en fous. Non mais honnêtement, il y aura toujours Mass Effect et tout, l'ambiance un petit peu, mais si elle est bien, c'est tout ce qui compte, et je sais qu'il y a des gens qui vont être énervés, mais les gamers peuvent pas faire exister ce genre de série, ça va coûter des centaines de millions par saison, ils peuvent pas faire exister, les gamers sont pas une cible suffisante, il faut faire une série qui plaise et qui intéresse tout le monde, pour le coup, donc je comprends l'avis sur ça, et peut-être ça sera comme Fallout, dans l'univers de Mass Effect, ça va respecter l'ambiance et un peu le délire, sans être une adaptation. Et ça peut être bien aussi. Si on parle d'Amazon, c'est Masters of the Universe qui a dévoilé sa nouvelle bande-annonce. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça me donne pas du tout envie, pour le coup, comme film. Ça a l'air pas très beau d'un point de vue des visuels, de la mise en scène et tout. Je sais qu'il y a des gens qui ont cette nostalgie des maîtres de l'univers, mais moi, c'est pas du tout mon délire. Je sais même pas si j'irai le voir en salle. Mais voilà, pour les gens qui aiment cet univers, qui aiment bien la licence, la bande-annonce est sortie. Mais ça a pas l'air bien, quoi. Ça a vraiment pas l'air bien, donc je sais même pas si je vais me faire tenter à voir quand ça sortira. Vote Rising, vous savez, la série spin-off de The Boys qui sera durant la Seconde Guerre mondiale et un petit peu après, devrait avoir plusieurs saisons. En tout cas, c'est l'objectif. Moi, je n'y crois pas, honnêtement. Vu un peu le flop de la série, je sais même plus comment elle s'appelle, Gen V, c'est ça? J'ai même pas vu la saison 2 pour le coup. Vu un peu le flop de Gen V, Vote Rising, même si c'est Soldier Boy, j'y crois pas des masses. Je pense que ça va faire une saison et puis basta. Mais à voir ce que ça va donner. Si la saison est bien, on prend évidemment. En termes de casting, on a trouvé la Freya de God of War. C'est Sonya Walger qui va l'interpréter. Je pense que c'est une bonne actrice. Je pense que ça peut le faire. À voir ce que ça va donner encore une fois. Côté Netflix, c'est Lord of the Flies qui a montré sa bande-annonce. Ça sort le 4 mai. C'est par Jack Thorne, le créateur d'Adolescence. Ça a déjà été diffusé côté BBC. Mais c'est en 4 épisodes. C'est Sa Majesté des Mouches. Écoutez, j'ai vu tellement d'adaptations de Sa Majesté des Mouches que ça m'intéresse pas du tout. Mais en tout cas, la bande-annonce, elle est bien. Visuellement, elle est bien, ça donne envie, ça a l'air vraiment bien interprété, les acteurs ont l'air top et tout. Donc peut-être je vais me laisser tenter, c'est que 4 épisodes, donc pourquoi pas. Netflix doit rembourser les Italiens. Et oui, ils ont augmenté les prix beaucoup trop agressivement et surtout de manière un peu trop perfide sans assez le dire aux Italiens. Donc ils vont devoir payer une amende, ils vont devoir rembourser les Italiens et ils ont augmenté les prix trop drastiquement depuis 2017. Donc c'est des pratiques que l'Italie a considérées comme illégales.
vu qu'ils vont augmenter les prix encore partout dans le monde, c'est bien que l'Italie fasse ça, et normalement beaucoup d'Italiens seront remboursés. C'est une très bonne chose. Je pense il faut aussi que les gouvernements luttent contre la montée des prix d'un peu tout, quoi, parce que là c'est pas possible, quoi. Ce genre de truc où ils augmentent les prix comme ça, c'est juste insupportable. Nous avons le casting pour la série Peaky Blinders, la suite évidemment au film L'Immortel sera dans les années 50. C'est Jamie Bell qui sera l'acteur principal, mais aussi Lashana Lynch et Charlie Heaton qui ont rejoint l'œuvre. Moi c'est fini, hein, je veux dire, c'est bon, Peaky Blinders j'ai donné, je sais pas si je regarderai la nouvelle saison qui sortira normalement l'année prochaine, mais en tout cas le casting est là. C'est un assez gros casting mine de rien, je sais pas ce que fout Lashana Lynch ici, je pense qu'elle devrait faire du cinéma ou la saison 2 littéralement, vous savez, du Jackal. Jamie Bell, pourquoi pas aussi, mais bon, allez, bénéfice du doute, ça peut être bien, mais c'est que Peaky Blinders, je suis un peu en overdose, j'en ai un petit peu marre. Nous avons la bande-annonce de Acharné saison 2, ou Beef saison 2, qui doit sortir, donc la semaine prochaine, j'en ferai une critique parce que j'avais beaucoup aimé la première saison, et je pense que ça peut être vraiment bien. Le casting est top, ils ont l'air vraiment talentueux, ça donne envie, encore une fois. C'est vraiment bien fait, une histoire un peu différente. Je sais pas ce que je pense du fait d'avoir complètement switché du délire coréen, parce que c'était quand même le cœur et l'âme de la première saison. Là, ça n'a plus rien à voir avec la Corée, mais plus en mode White Lotus. À voir, encore une fois, bénéfice du doute, mais j'en parlerai la semaine prochaine. Ça sort le 16, donc j'en parlerai sûrement le 17 en vidéo YouTube. Avatar, le dernier maître de l'air, sortira le 25 juin. Je sais pas si je regarderai, j'ai pas du tout aimé la première saison, j'ai pas du tout vu l'animé entièrement, j'avais regardé que les 2 premières saisons si je dis pas de bêtises, donc je sais pas si je regarderai cette saison 2 du live action, ça m'intéresse pas des masses malheureusement. Nous avons le tournage d'Assassin's Creed, la série Netflix, enfin, ça a été annoncé en 2019 je crois, 2020, ça fait des années qu'on devrait avoir cette série Assassin's Creed, ça a été donc confirmé avec le casting, avec le tournage, ça se voit que c'est une série à gros budget parce qu'il y a quand même des noms assez connus comme Nomi Rapace, il y a Ramsey aussi dedans, mais ça sera durant donc l'Antiquité romaine en 64 avant Jésus-Christ à Rome. C'est une trop bonne idée quoi. Ça pour le coup, en termes d'univers, de casting, c'est une trop bonne idée. Je pense que ça peut être vraiment intéressant, je pense que ça peut être vraiment divertissant aussi, à voir comment ils gèrent ça côté Netflix, mais enfin la série Assassin's Creed dans une époque qu'on n'a pas encore connue, donc en vrai c'est une bonne idée. Nous avons aussi le casting de la série Scooby-Doo, c'est McKenna Grace qui va jouer donc Daphné, c'est Tanier Hagen qui va jouer Shaggy, c'est Abby Ryder Forsen qui va jouer Velma, et c'est donc Maxwell Jenkins qui va jouer Fred. Pourquoi pas, encore une fois, c'est des acteurs un petit peu inconnus, sauf McKenna Grace qui est un peu plus connu. Ça peut être intéressant, une série live action Scooby-Doo, à voir comment ils vont gérer ça, évidemment. Nous avons, côté Disney, la bande-annonce de Wild Horse 9, c'est le nouveau film de Martin McDonagh, qui a fait donc Banshees of Inisherin, qui a fait In Bruges, plein de trucs comme ça que vous aimez. Et oui, ça donne envie, ça a l'air un peu différent de ce qu'il fait d'habitude, mais moi, ça me chauffe, et je pense que ça va être vraiment une belle œuvre, et j'ai hâte de voir ça, normalement, cette année. La bande-annonce de Vaiana a été diffusée, la version live-action évidemment, et oui, ça m'intéresse pas des masses, ça a pas l'air très bien, ça a pas l'air très beau, c'est même assez laid, ça va faire 1 milliard facile. Voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est dégueulasse, le volume, on le voit pour le coup, c'est un peu tourné en extérieur, mais c'est vraiment moche, ça a perdu les couleurs un peu vibrantes du film d'animation, et là c'est juste gris, ça me déçoit, ça va taper 1 milliard, on en parlera, mais c'est que c'est pas beau, ça donne pas envie, et moi ça me saoule cette mode, malheureusement, et franchement, Maui, interprété par The Rock Johnson, ça le fait pas du tout quoi. Enfin, je voulais bien la voir au début quand ça a été annoncé, pourquoi pas, mais quand tu le vois ici, ça le fait pas du tout. Bon, après, c'est une adaptation, à voir comment ils vont changer les choses, mais je pense sincèrement que l'idée qu'ils avaient à la base d'avoir un corps complètement différent et de mettre son visage en IA par-dessus, c'était peut-être pas une mauvaise idée. En IA, c'est pas IA générative, pour s'aider, pour avoir un corps un peu différent, parce que là, c'est vraiment le corps de The Rock, et Maui, c'est pas vraiment ça. Bon, après, on verra bien, mais c'est vrai que je suis pas méga fan de l'approche, je suis pas fan des visuels, et je pense que ça va pas être très bien, mais ça va cartonner. Les Defenders seront de retour dans la saison 3 de Daredevil, ça a été vu en termes de tournage, ils ont vu que les acteurs étaient tous là, donc Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones seront tous de retour. J'ai pas encore vu la saison 2 de Daredevil, mais la saison 3 va voir le retour des Defenders, et en réalité, pourquoi pas. Je sais pas si la saison 2 est bien, mais je verrai, ça donne pas spécialement envie, mais en tout cas, voilà, c'est prévu, c'est comme l'œuvre sur The Punisher qui sort là le 12 mai, One Last Kill. Bon, pourquoi pas voir ce que ça va donner. Maul, Shadowlord, la série d'animation, vous savez, Disney Star Wars, a été renouvelée pour une saison 2 déjà. Elle est sortie cette semaine, si je dis pas de bêtises, ou la semaine dernière. Mais en tout cas, voilà, une saison 2 est déjà prévue pour ceux qui aiment bien cette œuvre pour l'instant. Je sais pas si je regarderai à titre personnel. Le casting de X-Files a été confirmé avec l'arrivée de Himesh Patel. C'est Ryan Coogler qui va réaliser donc forcément le premier ou les 2 premiers épisodes. Pourquoi pas, je trouve qu'en termes de casting, on choisit des gens hyper talentueux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis pas un énorme fan de X-Files, j'ai pas tout vu de A à Z, mais Ryan Coogler qui s'en occupe, je pense que ça peut être vraiment très bien. Disney a annulé son contrat avec OpenAI. C'était un contrat où il payait OpenAI 1 milliard pour que les gens puissent utiliser les licences Disney dans Sora. Sora, c'est donc
leur outil vidéo et ils ont juste fermé Sora, tout simplement. Sora rapportait pas assez d'argent, ça coûtait trop cher. Du coup, OpenAI ont fermé Sora et Disney ont retiré leur offre et leur contrat à 1 milliard, ce qui est logique. Mais voilà, c'est quand même assez rigolo à quel point l'IA commence à se casser un petit peu la gueule et je trouve que c'est une bonne chose, surtout avec OpenAI. Wonder Man a été renouvelé pour une saison 2. Alors là, c'est un peu un petit choc parce que je sais pas qui a vu la série, je sais pas si elle a bien marché, mais visiblement suffisamment pour en faire une saison 2. Donc je pense que je regarderai parce qu'apparemment c'est sur le monde du cinéma, l'acting et tout. Donc ça peut m'intéresser. Mais là, la saison 2 me donne envie de voir la saison 1. C'est comme le renouvellement de Chad Powers avec Glenn Powell. Ok, d'accord, je sais pas d'où c'est sorti, mais ça a été renouvelé. Et je me dis, bah ok, Wonder Man et Chad Powers, je dois regarder. Parce que s'ils l'ont renouvelé, c'est qu'ils y croient aussi un petit peu. Et ça a au moins un petit peu marché, quoi. Jumpers, le film de Pixar, Hoppers en anglais, ça cartonne, mine de rien. C'est 330 millions au box-office. Ça va s'arrêter à 400, 450. Pour une idée originale Pixar, une bonne chose. C'est rare que les idées originales Pixar fonctionnent depuis le Covid, mais là ça fonctionne. C'est bien, j'ai pas encore eu le temps de le voir. J'irai le voir, j'espère, au cinéma ou plus tard en VOD. Mais oui, c'est un vrai petit carton. Encore une actualité concernant Kirsten Dunst qui rejoint donc le casting de Minecraft 2. Elle va jouer Alex. Et c'est marrant parce qu'elle avait dit il y a quelques années, quand le premier était sorti, qu'elle devrait jouer dans Minecraft 2 pour se faire de l'argent. Bah voilà, c'est fait. J'espère qu'elle va toucher beaucoup d'argent, qu'elle va s'en mettre plein les poches pour le coup, car elle mérite complètement d'avoir plein d'argent. Donc Minecraft 2, ça va être un film de merde, on est tous d'accord sur ça, mais elle va se faire de la thune et je suis content pour elle. Harry Potter, la bande-annonce a été diffusée, et honnêtement, je l'avais un peu dit sur les réseaux, mais c'est sorti pendant mes vacances, et oui, ça a l'air bien. Je l'ai toujours dit, je pense que HBO, ils vont faire une bonne série, je pense que ça va vraiment en jeter, je pense que ça va être quelque chose d'assez intéressant, d'assez fort, je pense qu'ils vont vraiment gérer. Je suis pas fan de l'esthétique un peu trop sombre, type Quaron. Vous savez, depuis Quaron, ils font tout Harry Potter en mode sombre. Pour moi, je pense qu'Harry Potter devrait être un peu plus joyeux aussi à ses débuts, comme Chris Columbus. Mais oui, c'est plus sombre, je suis pas méga fan, et je pense que ça va être bien. Je l'ai déjà dit, ça sera la plus grosse série de la décennie, sans aucun doute. Ça sera un énorme, énorme carton, un succès planétaire. Ça va pas du tout rigoler. Et oui, c'est étonnant, ça sort au final, là, en décembre. Ça sort à Noël. Qui est quand même assez étonnant, parce qu'à la base, ça devait sortir l'été prochain. Là, ça sort à Noël, et c'est une bonne chose. Moi, j'y crois un petit peu au projet. Bon, ça fait toujours chier de financer J.K. Rowling, ça fait toujours chier, évidemment, comment ils jouent le marketing par rapport au documentaire qu'ils ont sorti, qui est nul. J'ai regardé le documentaire, tu fais pas un documentaire sur une œuvre qui est pas sortie, qui sort dans genre 9 mois, tu fais pas ça, quoi. Bref, il y a une vibe un peu marketing, un peu nulle, mais la bande-annonce, elle donne un petit peu envie. Je pense qu'elle va réconcilier beaucoup de personnes avec l'adaptation, avec l'œuvre, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo détaillée parce que j'étais en vacances, mais mon avis global, c'est que oui, ça va être bien. C'est des gens talentueux côté HBO qui font la série, des gens qui ont bossé sur Succession, beaucoup. Donc c'est des gens qui ont du talent. HBO, ils ratent rarement leurs œuvres. Je pense que ça va être vraiment très très bien. Maintenant, à voir comment ils vont gérer un peu l'esthétique, c'est un peu la même, c'est un peu dommage. Ils vont changer quelques petits trucs à droite à gauche, il y a des choix de casting, on va voir s'ils vont fonctionner. Mais ça a l'air bien, voilà, soyons honnêtes, ça a l'air bien, ça a l'air divertissant, ça a l'air, mis à part le côté esthétique dont je suis pas spécialement fan, ça donne un petit peu envie, et je pense que ce sera un énorme, énorme carton, comme on n'aura pas vu cette décennie, pour moi c'est une évidence, ce sera un événement planétaire, et c'est rare qu'il y ait des événements planétaires comme ça, mais celle-ci en fera partie, ce sera un énorme succès, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mine de rien. Andrew Garfield a d'ailleurs dit que c'est un peu dommage qu'une série comme Harry Potter aille financer une femme comme J.K. Rowling, qui va mettre de l'argent dans des lobbies qui vont œuvrer pour de la législation anti-trans. Elle a dit que c'était dommage et dangereux, mais qu'en même temps, l'essence des livres existe. Elle va un peu au-delà de sa créatrice, il a un peu raison, et il ne faut pas s'attaquer aux jeunes acteurs qui vont jouer dans cette série Harry Potter. Il a un peu raison, je veux dire, moi je suis contre J.K. Rowling aussi, mais c'est vrai que Harry Potter, ça transcende aussi un petit peu son avis, son opinion, et Harry Potter pour moi est plus gros que J.K. Rowling. Ça fait toujours chier parce que ça finance cette femme transphobe, mais la réalité c'est que Harry Potter, pour beaucoup de personnes, ça va tellement au-delà de ses avis, que polémique ou pas, ça va cartonner dans tous les cas, mais il a un peu raison, quoi. L'œuvre est un peu différente aussi de l'auteur, quoi. C'est comme ça, hein. On va pas rentrer dans le débat de la mort de l'auteur, je sais pas quoi, mais en tout cas, voilà, il a un peu raison sur ça. Les places de Dune, partie 3, sont déjà vendues. Et oui, pour tous ceux qui voulaient voir le film en IMAX 70 mm, eh bien c'est fini. Voilà, vous pouvez pas. La première semaine en tout cas, le premier week-end, de jeudi à dimanche, il n'y a plus de place en IMAX 70 mm. Il n'y a qu'une seule salle en Europe qui fait en IMAX 70, c'est le BFI de Londres, évidemment, et toutes les autres salles sont déjà bookées, pleines, et c'est assez problématique parce que moi, cette mode des salles de concert, un peu comme l'Odyssée c'est booké aussi pour le coup, vendre des places de cinéma comme si on était à un concert, c'est chiant parce qu'en plus les prix ont augmenté. Genre il y a des prix qui étaient normalement à 25 $ aux States qui coûtaient 42 ici. Les prix classiques, pas genre les revendeurs à 2000 balles là, mais les prix classiques, c'était 42 $ au lieu des habituels 25 quoi. Donc ça, c'est un vrai problème, cette mode
de faire une sorte de course à l'IMAX 70 mm, alors qu'il n'y en a pas assez de l'IMAX. Il y en a un seul en Europe. Rendez-vous compte qu'il va diffuser le film. Il y a 20 salles dans le monde, un seul en Europe qui va le diffuser. C'est pas normal, quoi. Donc c'est comme ça, c'est une mode que j'aime pas du tout, de comment ça évolue dans la direction des concerts, de l'événement. Je trouve ça vraiment nul pour le coup. Alors nous, on aura des séances classiques un peu partout, hein, évidemment, mais pour l'IMAX 70 mm, eh bien, il faut aller se faire voir. Ce qui est un peu triste, alors il faudra attendre les prochaines places, hein, mais ça va être risque d'être booké pendant des semaines, et je trouve ça vraiment, vraiment nul. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de salles, il y a des gens qui vont aller de toute l'Europe, peut-être pour aller au BFI à Londres. Je trouve que c'est tellement craignos comme mode et comme système. Moi, ça me dégoûte un petit peu, mais malheureusement, c'est l'évolution du cinéma aujourd'hui. Le prequel sur donc Tante Gladys dans Weapons évanoui est toujours prévu. Ils vont bien bosser dessus. Bon, c'est peut-être pas Zach Cregger qui va réaliser, mais il va être au scénario avec Zach Shields, qui est donc un scénariste d'horreur et de Godzilla vs Kong. Ça me chauffe pas du tout. Moi, un projet sur Tante Gladys, ça me chauffe pas du tout. Après, si c'est Zach Cregger qui réalise, si c'est bien fait, pourquoi pas, mais c'est pas un projet qui m'intéresse pour l'instant. La bande-annonce de Supergirl a été diffusée, et honnêtement, c'est déjà mieux que ce qu'on a vu auparavant. Ça a l'air bien, le côté où elle doit sauver son chien, c'est un peu le cœur d'elle qui doit vivre par rapport à ses traumatismes, et c'est son dernier souvenir de Krypton. Le réalisateur, il est bon, Craig Gillespie a toujours fait des bons films, mine de rien. Je trouve que les acteurs sont bien choisis, c'est juste les visuels. Les visuels donnent pas très envie, c'est pas très très beau malheureusement. Je pense que le film peut être bien, peut être touchant, ça a l'air divertissant, mais visuellement, ça n'a pas l'air bien du tout, ça n'a pas l'air incroyable, ça n'a pas l'air dégueulasse non plus, hein, mais franchement, tu regardes l'abondance, tu te dis, ok, heureusement qu'il y a une sorte de cœur émotionnel, j'espère que ça va dans cette direction, mais en termes d'action, de mise en scène, ça n'a pas l'air bien, malheureusement, à voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que ça m'a pas vraiment chauffé pour voir le film, mais c'est mieux. En tout cas, la première bande-annonce était moins bien, il y avait un teaser et tout, mais cette nouvelle bande-annonce qui est sortie là, c'est mieux, ça donne un peu plus envie pour le coup. Maintenant, il faut parler un peu du Seigneur des Anneaux, il faut le savoir, le film Gollum va commencer son tournage. Il y a plein d'acteurs qui seront de retour, dont Ian McKellen qui va jouer Gandalf, Andy Serkis qui va jouer Gollum évidemment, c'est lui qui écrit et réalise le projet, mais Viggo Mortensen a dit non, ce qui est très bien. Je sais pas pourquoi Viggo Mortensen serait de retour, c'est bon, c'est fini, il a fait ses trucs déjà qui n'était pas fan du troisième film, entre guillemets un fan. Bon, c'est fini, on passe à autre chose. Et apparemment, c'est Leo Woodall qui va le remplacer, qui va donc jouer Aragorn. Il y aura un deuxième Aragorn. Ça va être dur de passer après Viggo Mortensen, selon d'accord, mais ça va le faire. Un Aragorn plus jeune, entre guillemets, et ils vont faire cette chasse de Gollum. Pourquoi pas? Moi, Andy Serkis en tant que réal, je l'aime pas des masses. Là, c'est le Seigneur des Anneaux, ça peut peut-être le faire, à voir. Mais bon, je pense que c'est juste un projet qui est fait pour être fait plus qu'autre chose. Ça me déçoit un petit peu l'idée même du projet, mais encore une fois, bénéfice du doute, ça peut être bien, on n'en sait rien. Et en termes de projet, mais vraiment inintéressant, inutile, c'est le prochain projet Seigneur des Anneaux par Stephen Colbert. Stephen Colbert, c'est un mec qui fait un talk show, night show plutôt américain depuis des décennies, et c'est un mec qui est méga fan, il est connu hein, pour ça, méga fan du Seigneur des Anneaux, il connaît tout par cœur, le lore et tout, c'est un méga fan, et va écrire avec donc son fils un film Seigneur des Anneaux produit par Peter Jackson. D'ailleurs, la chasse de Gollum et ce film-là sont produits par Peter Jackson. Et c'est un film qui se passe 14 ans après la mort de Frodon. Sam, Merry et Pippin veulent revivre le début de leur aventure. Et Eleanor, la fille de Sam, découvre un secret et veut savoir pourquoi l'anneau était perdu à la base. C'est genre une suite au Seigneur des Anneaux, mais un peu bizarre. Une suite 3,5 chelou. Bon, pourquoi pas, si c'est un petit film mignon et tout. Mais en fait, le problème du Seigneur des Anneaux et qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils ont raconté le Seigneur des Anneaux. Ils ont raconté l'histoire épique, ultime, il n'y a plus rien à raconter. Le truc le plus grand que tu pouvais raconter dans le Seigneur des Anneaux est fini. Donc là, ils vont aller chercher des trucs à droite à gauche, sur du lore, des petites pages et tout. Alors qu'en fait, bah, si tu veux assumer, assume et écris une nouvelle histoire. Écris une licence Seigneur des Anneaux qui est originale. Pourquoi pas? Parce que sinon, tu vas à chaque fois essayer de grappiller du Silmarillion, essayer de grappiller des petites histoires de la Tolkien Estate et tout. Là, c'est un peu le bordel. Donc ce genre de petites histoires-là, on s'en fout un petit peu. Ça peut être bien, toujours, bénéfice du doute, on n'en sait rien, on sait jamais. Mais ce genre d'histoire, c'est juste eux, la Warner et tout, qui se partagent avec d'autres studios et tout, les restes, quoi, d'une licence qui a déjà été exploitée à son maximum il y a 20 ans, quoi. Donc là, c'est un peu particulier, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. The Pitt va voir le départ de l'actrice Supriya Ganesh, elle quitte la série. Je suis pas encore à jour sur The Pitt saison 2, donc je sais pas s'il quitte la série parce qu'il se passait un truc, mais en tout cas, c'est pas personnel. C'est juste un choix scénaristique qui fait qu'elle va quitter la série, elle ne sera pas présente dans la saison 3. Voilà, je pense que c'est une bonne actrice et jouait bien, j'espère qu'elle aura une belle carrière par la suite, mais en tout cas, elle quitte The Pitt, elle ne sera pas là dans la suite, à voir pourquoi d'un point de vue scénaristique. J'ai vu la bande-annonce de Euphoria saison 3 qui sort cette semaine et je sais pas pourquoi je regarderais ça. Non mais sans déconner, hein, ça a tellement rien à voir avec l'Euphoria qu'on connaît. Encore une fois, je me répète, bénéfice du doute, mais ça a pas l'air bien. C'est quoi cette histoire de gangsters, mafieux,
OnlyFans bizarre, ça donne pas du tout envie, malheureusement. Je regarderai, je ferai la critique du premier épisode, ça c'est sûr. Je sais pas si je ferai la critique de tous les épisodes, à la fin c'est évident aussi. Ça donne pas du tout envie, hein, pour le coup. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'intrigue pas du tout. Là où j'ai adoré la première saison, j'ai trouvé la deuxième saison vraiment bien aussi, mais là la troisième me donne pas du tout envie. Ça a l'air d'être un délire trop différent qui m'intéresse plus, mais encore une fois, ça peut être bien, on sait pas. The End of Oak Street, c'est la nouvelle bande-annonce qui a été diffusée récemment par donc David Robert Mitchell, qui a fait les très bons Under the Silver Lake, qui a fait It Follows et qui va réaliser They Follow bientôt. Ça, c'est un film qui a été tourné il y a des années, qui devait sortir l'année dernière déjà, avec Anna Hathaway, Ewan McGregor. Et en gros, c'est une rue, un quartier genre résidentiel aux États-Unis, qui sera téléporté à la préhistoire avec des dinosaures. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air génial, j'ai hâte de voir ça, ça a l'air super. Il y a des gens qui disent que c'est peut-être une sorte de spin-off de Cloverfield ou un prequel, à voir aussi, mais ça m'intrigue. C'est un petit teaser qui a été diffusé, qui est intriguant. Je pense que ça peut être bien, et j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça, parce qu'il n'y a pas assez de films de dinosaures. Donc enfin un film de dinosaures, ça fait honnêtement grave plaisir. Mahershala Ali a rejoint le casting de Task saison 2, vous savez la série avec Mark Ruffalo, qui devait être une mini-série à la base, mais tout le monde a adoré, c'est un énorme succès, du coup une saison 2 a été commandée, et Mahershala Ali sera dedans. Maintenant Mahershala Ali qui a 2 Oscars, pourquoi il fait pas des films? Non mais sans déconner, pourquoi il fait pas des films? Pourquoi on lui donne pas des projets intéressants? Il finit dans des séries, dans un Blade qui se fait jamais, dans un jeu à World. C'est bon, je n'en peux plus, c'est un peu dommage pour lui, mais bon, si ça fait kiffer, si la vie est belle, je n'en sais rien. En tout cas, dans Task saison 2, il sera présent. Nous avons un casting pour The Last of Us saison 3, c'est le père de Abby qui sera interprété par Patrick Wilson. Bon, pourquoi pas, de toute façon, je sais pas s'il y a grand monde qui va regarder malheureusement la saison 3 de The Last of Us, parce que tout le monde s'est cassé déjà lors de la saison 2, ils ont vu les 2 premiers épisodes, ils sont cassés après. À voir ce que ça va donner, je pense que ça peut être intéressant parce que l'histoire de Abby est vraiment bien, mais c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment la hype qu'il aurait pu avoir à l'époque par exemple. Côté anecdote, cette semaine il y en a pas mal que je trouve intéressantes, c'est la scène dans Project Hail Mary qui était vraie. Vous savez la fameuse scène avec les lumières rouges et tout, c'était une scène qui était tournée pour de vrai. C'est donc, pour faire très simple, Greg Fraser, le chef-op du film, qui a aussi été le chef-op de The Batman, de Dune par exemple, il a tourné avec une caméra Alexa LF modifiée dont le filtre infrarouge a été retiré. C'est une technique qu'il avait utilisée pour Dune 2, vous savez la scène noir et blanc, il avait fait la même technique et il avait aussi utilisé ça pour Zero Dark Thirty à un moment, et en gros des minuscules lumières LED ont été disposées sur une sorte de grillage comme vous voyez sur l'image juste là, et ensuite il y a des gouttes d'eau qui ont été mises dessus, de l'eau versée de manière générale devant l'objectif pour réfracter la lumière tout simplement, et ça donne un plan qui ressemble à ça. Donc le plan est un mélange d'effets pratiques et de CGI, et je trouve ça assez intéressant. Et si on reste sur Projet Dernière Chance, il faut savoir que ils ont quasiment tout construit, dont le tunnel, le fameux tunnel entre donc Rocky et Grace. C'est un vrai tunnel, là c'est pas choquant, c'est normal, mais c'est quand même un gros tunnel qu'ils ont construit, je trouve ça plutôt cool. La scène du karaoké, il faut savoir qu'elle a été choisie au dernier moment. C'est l'actrice Sandra Hüller, la veille de la scène, elle a dit ok je suis prête, je vais chanter. J'ai envie de chanter Sign of the Times de littéralement Harry Styles, et je trouve que la chanson colle très très bien à l'univers. C'est Amy Pascal, la boss de Sony, qui a chopé les droits en une nuit. Bref, ça a créé comme ça, avec une sorte d'instant, une sorte d'idée, l'une des meilleures scènes du film. Et parfois, cette improvisation, cette volonté de tester des choses crée des moments mémorables dans le monde du cinéma. Et ça, c'est un bel exemple, je trouve aussi. Et il y a plein de gens qui disent qu'il y avait une version de 4 heures au film. C'est pas vrai. En gros, les réalisateurs, ils ont dit un truc. Il y a une version qui s'appelle la Assembly Cut de 4 heures. Mais il faut savoir qu'au cinéma, une Assembly Cut, c'est une version qui est pas regardable. C'est une version vraiment qui est à tout, de A à Z. Maintenant, il faut couper. C'est vraiment la version où tu dis, maintenant, il faut commencer à charcuter mon film, parce que sinon, ça passe pas du tout. Donc, c'est irregardable, une version Assembly Cut de 4 heures. Par contre, une version plus longue, le film dure 2h36. C'est une version de 3 heures, pourquoi pas? Mais ils ont dû couper beaucoup de choses, et tous les gens qui disent, je veux une version de 4 heures, ça se regarde pas. C'est juste pas regardable, donc il y aura jamais de version de 4 heures, mais une version un peu plus longue, ça, c'est pas un truc impossible d'après les réals. Et un truc assez rigolo, c'est que l'équipage d'Artemis 2 a vu le film en quarantaine, parce qu'ils doivent aller en quarantaine avant d'aller faire ce genre de mission. Ils ont vu le film et ils ont adoré. Ils ont dit que c'est justement l'essence même de l'humain, de l'inventivité, de la créativité, et ils ont adoré le film. Donc voilà, petite anecdote par rapport à ça. Steven Spielberg a dit qu'il n'a plus envie de faire des films d'horreur après avoir vu Weapons de Zach Cregger. C'est un très beau compliment qu'il fait à évidemment Zach Cregger, mais surtout moi ce qui me fait rire c'est que il a commencé avec de l'horreur. Alors Duel c'est pas vraiment de l'horreur, quoique un petit peu tout de même, mais littéralement son film Jaws, Les Dents de la Mer, c'est de l'horreur quoi. Il a percé aussi avec de l'horreur. Je trouve ça un petit peu rigolo, mais voilà, il veut plus faire de l'horreur, ce qui est dommage. J'aurais aimé revoir de l'horreur de Spielberg, parce qu'il y a plein de scènes horrifiques dans ces films, mais il n'y a pas un film d'horreur depuis genre Les Dents de la Mer, quoi. Ça fait hyper longtemps. Et même Les Dents de la Mer, est-ce que c'est de l'horreur? En vrai, oui, mais
quand même, c'est particulier. Et il a aussi dit qu'il adore Dune, ça fait partie de ses films de science-fiction préférés de tous les temps, et qu'il a hâte de voir Dune en avance. Bah oui, c'est Spielberg, il pourra voir Dune en avance. Et oui, bah Dune, c'est génial, je comprends pourquoi Spielberg aime ce genre d'œuvre, et j'ai hâte de voir aussi son film à lui. Miyazaki a offert une sorte de toile Porco Rosso à Macron, et les gens disent oui, regardez, c'est Miyazaki qui dit que c'est un fasciste, que Macron et tout. Non, je suis pas d'accord. Je pense sincèrement que c'est pas du tout l'ambition, c'est pas le projet. Je pense que juste il a fait un cadeau parce que Porco Rosso c'est quand même l'une des œuvres les plus européennes de Ghibli. Je pense pas que les Japonais fassent des cadeaux un peu ironiques comme ça. Je pense pas que les Japonais pensent que Macron est un fasciste. Et nous non plus, enfin moi non plus, je pense pas que Macron est un fasciste. Mais voilà, je pense pas que c'est un cadeau ironique. Même s'il y a cette fameuse phrase avec les fascistes dans Porco Rosso, c'est aussi Jean Reno qui fait la voix pour le coup. Bref, je pense pas que c'est un cadeau ironique, je pense que c'est un cadeau sincère. Je pense que c'est assez mignon. Il doit être content, Macron, de recevoir ça de quand même Miyazaki, c'est pas rien. Je pense que c'est vraiment 100% premier degré, qu'ils aiment bien Macron au Japon. Et à l'international, Macron est adoré de toute façon, de manière générale. Et le Japon aussi. Donc là, c'était par rapport, vous savez, aux relations diplomatiques. Il était au Japon pendant quelques jours et on lui a offert ça. Je pense que c'est vraiment premier degré. Il faut savoir que Glenn Powell a demandé lui-même à jouer Fox McCloud dans le film Mario. C'est lui qui fait la voix. Et oui, bah, c'est lui qui est le meilleur acteur du film. C'est lui qui vole le show en tant que Fox. Et je suis content qu'il ait fait ça. Maintenant, j'ai envie qu'on lui donne un rôle qui le fasse repercer, quoi. Donnez-lui un gros rôle populaire parce qu'il mérite. Là, c'est sympa, il a une voix, mais il mérite un plus gros rôle. Et si on parle d'animation, il faut savoir que Peter Jackson veut faire la suite de Tintin. Tintin par Spielberg, il y a 12 ans déjà, je sais même plus il est sorti quand Tintin, il veut faire la suite. Et peut-être ce sera son prochain film, qui sait. Mais Tintin par Peter Jackson, la suite au Spielberg, moi je suis grave chaud, j'aimerais trop voir ça. Nous avons les sorties de la semaine, The Boys saison 5, je ferai la critique semaine par semaine pour le coup de ça. Euphoria aussi, bon ça je ferai la critique du premier épisode, après on verra. Et Malcolm, ça j'en parlerai pas, mais pour les fans de Malcolm, ça sort cette semaine. Bon, j'ai enlevé toutes les actus jeux vidéo parce qu'il y en avait beaucoup comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je voulais vraiment focus sur le cinéma, c'est une vidéo déjà assez longue, on reprend un rythme normal d'actualité. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute activité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi. Vous pouvez les écouter. Mais sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.